Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube en description. Vous avez aussi des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. N'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo pour qu'elle grossisse et que la chaîne grandisse. Et maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Tokyo Revengers tome 12, alors je passe une petite pub directe. N'hésitez pas à aller voir l'animé sur Crunchyroll, j'ai vu l'épisode 1, ça défonce et j'ai hâte de voir la suite. Alors, il y a 24-25 épisodes d'annoncés, donc je pense que l'animé va s'arrêter avant l'arc des Black Dragons. Et c'est un arc de fou, alors on va en parler. Là, avec ce tome-là, on est clairement sur la fin de l'arc des Black Dragons. Le tome 13 va être, on va dire, la fin de l'épilogue, parce que vu comment ça se termine, il va y avoir encore quelques petits trucs. Sûrement Takemichi qui va revenir dans le futur pour voir les conséquences de la victoire contre les Black Dragons, et avant de se dire « Merde, j'ai toujours pas réussi, donc je retourne dans le passé », vu que le manga est toujours pas terminé au Japon, forcément ça va se reproduire. Le tome est assez surprenant parce que, comme j'avais dit dans le tome précédent, Takemichi ignorait en fait un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette époque de Noël où Akai a tué son frère Taiju, et nouveau plot twist, on découvre que Akai, toute sa vie, s'est menti à lui-même et aux autres, plus aux autres qu'à lui-même en fait, sur le fait que c'est sa sœur qui s'est fait tabasser par leur grand frère pour le protéger lui. Et quand on sait que dans une des timelines possibles, Taiju n'a pas tué son frère, c'est sa sœur qui l'a protégé, et que lui, par juste retour des choses, a voulu protéger sa sœur en se mettant le crime sur le dos, et il est devenu ce qu'il est devenu dans un futur possible. Je trouve ça super intéressant dans la manière de tous les twists qu'il y a eu, c'était incroyable. Vraiment, l'arc des Black Dragons, il est classe, franchement, il explose. Pour avoir lu un petit peu les scans, je sais que je souvenir que le petit arc qui est un petit peu après est un petit peu en dessous, mais dans l'ensemble, moi, de Tokyo Revengers, je kiffe. Allez voir l'animé, il est trop bien. Alors j'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant, ça voilà, c'est bien. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir quand ça va exploser, qu'on va voir Mobius, etc. Et on va voir les Valhalla, ça va être génial. Dr Stone, tome 15, alors avec ce tome, on est encore une fois sur, on va dire, la fin d'un arc, là ça sent, alors c'est pas encore terminé sur ce tome là, mais clairement vu la preview du tome suivant, le tome 16 ça sera la fin de l'arc de l'île du trésor, il y a encore une fois pas mal de choses, il y a toute l'histoire autour de, comment il s'appelle, la fusée Soyuz, et donc son père, qui essaie de le réparer, mais bon, vu qu'il a son visage à moitié défiguré, ça va être compliqué, il y a aussi le grand vizir, là, qui fout le bordel, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir, en fait, surtout comme ils disent, ils appellent ça le Méduse, là, donc l'artefact qui pétrifie. Comment ils l'ont eu? Comment ça se fait que ça fait 4000 ans qu'ils ont ce truc là avec eux, sur leur île? Ça, je suis hyper curieux d'avoir toutes ces révélations-là au niveau de l'univers de Dr Stone. J'ai été aussi pas mal surpris sur le fait que, bon, bah, on est dans la merde. On n'a pas le choix, les mecs ils sont trop forts, bah, on n'a pas le choix, on réveille Yoga. Et donc là, t'as le grand méchant, là, précédent, qui revient en mode, je pourrais m'allier avec eux, comme vous. Donc ça veut dire que je pourrais me mettre avec vos ennemis et vous niquer encore plus facilement. Il fait, ouais, mais ils sont pas d'accord avec toi. Ok, je m'allie avec vous. Je trouve ça génial. Moi, il dit Senku, allez, penche-toi vers la gauche, et là, qui se penche vers la gauche et qui fout son gros coup de lance. Et même tout le passage où ils essaient de trouver son bout de bambou pour qu'il puisse faire sa technique où il lance sa lance plus loin. Génial, franchement, là, ça va être cool. Par contre, qu'est-ce qui va se passer dans l'arc suivant? Parce que Yoga va être là, et est-ce qu'ils vont le repétrifier? J'y crois pas trop. Est-ce qu'ils vont réussir à le réenfermer? J'y crois pas trop. Est-ce qu'il va devenir un allié? J'y crois pas trop non plus. Là, j'avoue qu'il y a toute question par rapport à ce personnage-là. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, Dr Stone, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai un peu moins aimé Dr Stone Reboot Byakuya, alors qui est un spin-off, un one-shot dans l'univers de Dr Stone, qui est centré sur Byakuya. Et en fait, non. Alors, c'est parce qu'en fait, on va suivre un peu Byakuya sur le moment où il est sur la navette. On voit un petit peu les choses qu'on nous a montrées dans Dr Stone, où comment il s'écrase sur la Terre pour repeupler l'humanité, et faire ce qu'on sait avec le clan qu'il a rencontré au début de la série. Mais en fait, on va surtout suivre le petit robot qui est sur la couverture. Et c'est un peu dommage, c'est que je pensais vraiment découvrir Byakuya, comment il a essayé de, comme Senku, recréer l'humanité, réparer des choses, voir, lui il avait la chance qu'il y avait encore des bâtiments, encore de la nourriture pour faire des choses. Et en fait, non, en fait on n'apprend pas plus de choses sur qu'est-ce qu'a fait Byakuya pendant toute sa vie sur Terre, quand il est revenu sur Terre. Et je suis un peu déçu à ce niveau-là. C'est voilà, c'est Boichi qui a voulu faire une histoire de robot encore une fois.
Ouais, je suis pas... Ça va pas marqué plus que ça. J'avoue que je suis un peu déçu du fait que bah, c'est le sujet central, c'est pas Byakuya en fait. C'est ce robot de merde qui est dans l'espace, qui se répare, qui trouve des trucs, qui dit «J'attends Byakuya, ça fait 4000 ans». On fait «Ah, mais mec, il est mort il est canné depuis 4000 ans ton gars, arrête de faire chier». Donc ouais, un peu déçu. Après, j'aurais su que c'était pas sur Byakuya. Enfin, c'est surtout le titre qui est trompeur, c'est Reboot Byakuya. Et en fait, c'est pas sur Byakuya. C'est un peu. Bah ouais, mais alors pourquoi tu l'appelles Reboot Byakuya? C'est bizarre ton histoire. Donc ouais, je suis un peu déçu. Peut-être parce que c'est aussi Boichi qui est totalement au scénario et au dessin et qu'il a pas voulu on va dire, prendre le pas sur Reiichiro Inagaki, l'auteur de ce manga et l'auteur de Aichi 21. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis un peu déçu de par les choix qui ont été faits, bah, de pas se centrer sur Byakuya, mais sur ce robot. Voilà, je suis moins fan. Inomaru Sumo, tome 21. Alors après un tome 20 qui était fort en émotion, en amour, en bisous, en relation amoureuse, là il y a de la baston. Là il y a de la baston, ça pas totalement, mais j'avoue qu'il y a des passages qui sont bien vénères. Alors je me souviens surtout du passage où Inomaru passe en mode Super Saiyan, il a la peau toute noire, là il est en mode vénère, il va affronter un sumo. J'ai hâte de voir la suite hein, par rapport à ça. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur Inomaru Sumo, si ce n'est bah, le prochain tome sort en août. Et là, j'avoue que j'étais un petit peu surpris, parce que le manga est terminé depuis 2 ans maintenant au Japon, de fin 2019, ça va faire, fin d'année, ça va faire 2 ans. Il y a 27-28 tomes, c'est-à-dire qu'on a encore 6 ou 7 tomes avant la fin, et on va avoir un rythme de 1 tome tous les 4 mois, parce que bah, le manga marche pas des matchs, je pense, et que bah, Glénat va essayer de prolonger le plus possible, essayer de pas trop sortir les tomes pour pas perdre trop d'argent. Et c'est un peu dommage parce que tu te dis, là je me dis, dans 2 ans, on n'aura toujours pas fini Inomaru Sumo. C'est sûr et certain. Dans 2 ans, on n'aura pas la fin. Et là je suis un peu... dépêchez-vous, j'aimerais bien voir la fin, ça me saoule un petit peu bah, de me dire que je vais avoir un tome en août, sûrement un tome en décembre, et on va avoir un tome tous les 3-4 mois, si ce n'est plus. C'est horrible. Je déteste ça quand l'éditeur a un titre qui foire et qui commence à faire n'importe quoi, qui il retarde le plus chaque sortie de tome. Je trouve ça horrible. Bon allez, on passe sur autre chose, on parle de Ranma 1/2, le tome 19, qui est donc l'avant-dernier tome de cette édition Deluxe, Perfect de Ranma 1/2. On est sur la fin, il commence à y avoir des conclusions sur pas mal d'arcs narratifs qui sont là depuis pas mal de temps. Notamment, on a l'histoire avec la mère de Ranma qui a enfin une conclusion. Ça fait 4-5 tomes qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et qu'à chaque fois Ranma est en mode garçon-fille, je sais pas. Ça y est, il y a enfin une conclusion à ça. Le fait qu'elle dise non, mais il est viril, même en fille, il est viril. Et j'aime bien toutes les blagues où elle dit tiens, donne ça à Kane. Et je dis une bague de fiançailles. Je dis merde, attends, est-ce que je dois lui donner une bague de fiançailles? Et il réfléchit, en fait, c'est pas une bague de fiançailles, c'est juste une botte de médoc. Je trouve ça génial. Il y a aussi, alors là, j'ai plus leur nom, excusez-moi, je vais retourner le sommaire. C'est le clan des Zhu Kangjian, donc ils sont des sortes d'hommes oiseaux qui sont très dans le délire monstres chinois, japonais, yokai, qui me font pas mal penser aux monstres qu'on a dans Inuyasha, sachant qu'on est à la fin de Ranma 1/2. Que le manga suivant, c'est Inuyasha, est-ce que l'auteur n'était pas en train d'expérimenter quelques idées en allant un peu plus dans le fantasy pour son prochain manga? Je sais pas. Je sais que souvent, les auteurs, quand ils arrivent à la fin de leur manga, ils expérimentent 2-3 trucs. Est-ce que ça va leur plaire s'il y a un personnage un peu mafieux? Est-ce que ça va leur plaire s'il y a un truc de combat d'épée? Est-ce que ça va leur plaire si ça? Pour se dire, bon, ça ils aiment pas, donc je vais pas faire ça. Ah, ça ils aiment, peut-être que je vais faire ça. Voilà, donc je pense qu'elle était en train de tester un petit peu son futur projet Inuyasha. Et moi, il faudra peut-être que je me fasse un jour Inuyasha parce que je m'étais dit, quand j'ai commencé Ranma 1/2, il faut que j'achète Inuyasha. On est à la fin, j'ai acheté 0 tome. C'est horrible. Il faut que je fasse un de ces 4, mais voilà, Inuyasha. Ranma 1/2, franchement, c'est toujours un grand kiff. Et j'ai avoir un petit pincement au cœur de découvrir enfin la fin. Enfin, je connais la fin, je sais comment ça se finit, mais avoir lu toute l'histoire d'une traite, ça va me faire un petit pincement au cœur parce que j'avoue que j'ai pas lu tout Ranma 1/2, ça fait quand même quelques tomes que je découvre des choses, et bah, ça va me faire un petit pincement au cœur à arriver au tome 20. Hippo, saison 6, tome 7, le tome 116 au Japon. Alors, il y en a peut-être qui l'ont pas vu, mais en fait, si vous mettez le tome 6 côte à côte, ça fait un petit dessin où Hippo attrape des feuilles, ce qui rappelle un petit peu les premiers chapitres de Hippo, où bah, Hippo, pour l'entraînement avec Takamura, lui dit bah, attrape 10 feuilles avec une main. En fait, c'était avec les mains, et lui, il avait compris une main, donc il a attrapé 10 feuilles avec une main. Petit rappel des sources de Hippo.
Et alors ce tome-là, c'est pas le tome le plus puissant en termes de baston, mais je pense que c'est l'un des meilleurs tomes en termes d'émotion, parce qu'en fait il commence à y avoir des choses qui étaient un peu perceptibles depuis la défaite contre Alfredo González, si je dis pas de bêtises, où Hippo, bah, il a du mal à se remettre en selle, et là il y a des choses qui sont dites par Takamura disant que bah, Hippo est brisé. Et on commence à nous montrer Hippo qui a du mal à voir des choses dans un angle, même quand il a ses protections, qui quand il écrit, ben c'est pas droit. Et on va se dire, merde, est-ce qu'on arrive sur un propos qui était très important dans Ashitanojo, à savoir le mal du boxeur, donc l'ivresse du boxeur, le fait que Hippo, ben, il pourra plus vraiment se battre à plein régime. Il y a en plus un passage où tu as Kamogawa qui va voir son pote Nekota, qui a eu cette ivresse étant jeune et donc qui a jamais pu refaire la boxe. Là, on arrive sur un propos beaucoup plus social dramatique dans Hippo. Et alors, il a fallu 116 tomes pour arriver jusque-là, mais j'avoue que on est dans une tournure où je pense que ça va être un peu le délire où soit les fans vont kiffer, soit ils vont dire oh non, c'est nul Hippo, moi je joue de la baston, bagarre, bagarre. Et là, j'avoue qu'on est à un tournant où il y a peut-être des fans qui vont partir à cause de ça. Moi, en tout cas, là, ça me fait encore plus kiffer Hippo. Vinland Saga, tome 24, et avec ce tome, on entame un nouvel arc, la route vers l'ouest. Ça y est, on va enfin aller au Vinland. Donc c'est censé être plus loin que le Groenland, donc c'est censé être le Canada, les États-Unis, etc. Donc les premiers Vikings à immigrer dans le Nouveau Monde. Et alors là, on est vraiment sur l'arc préparation au voyage, parce que à la fin du tome, ils prennent enfin le bateau pour aller au Groenland. Donc première étape jusqu'au voyage définitif. Alors, on a beaucoup d'histoires sur le fait que ben on veut partir dans un pays où il y aura plus de guerre, donc faut pas d'armes. Mais une hache, ça sert pas qu'à les tuer, ça sert à couper des arbres. Donc faut qu'on prenne une hache, ça reste comme une arme. Il y aura des animaux, donc il faudra les chasser, donc un arc, ça reste comme une arme. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin comme étant une arme et qui sert qu'à une arme? Une épée. Et les gens ils disent oh mais moi je veux partir avec mon épée, non. Il commence à y avoir des petites polémiques. Alors il y a des discussions, c'est hyper intéressant. Alors j'ai aussi totalement, ça sort de nulle part. On a la fils de Thorkel qui apparaît, où je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qu'il a voulu faire l'auteur? Donc en fait, c'est censé être le fils de Thorkel, mais la femme de Thorkel ne voulait pas que son fils se fasse élever sur les champs de bataille. Elle a dit non, c'est une fille. Donc Thorkel est parti, et donc il a élevé donc son fils comme une fille. Donc lui, c'était un gros mastard gigantesque, tout musculeux, qui se prend pour une fille. J'ai trouvé ça très drôle. Et alors on a aussi Halfdan, si je dis pas de bêtises, donc le chef de l'île, qui, au moment où Thorfinn part, il dit « Mais toi, tu vas être mon héritier maintenant, tu t'en vas pas, tu restes chez moi, j'ai pas de fils, mon fils il est parti, je sais pas où est-ce qu'il est. » Et là, Saint-Esprit arrive, le hasard, Deus Ex Machina, le fils prodige revient, donc Sig revient avec son fils à lui aussi, donc le petit-fils de Halfdan, et j'ai kiffé le moment où Halfdan fait « Il a dit papy, mon fils est un génie, mon petit-fils est un génie, ça y est, c'est le futur héritier. » Et tout le monde fait « Ouais, c'est lui le futur héritier. » C'est génial. La tête où il voit son petit-fils qui dit papy, avec la tête où il est en mode oh. Je trouve ça génial, c'est vraiment trop bien. Vinland Saga, c'est vraiment trop bien. J'ai hâte de lire la suite, tout le voyage. Surtout que bah, il commence à avoir le petit con, un berger qui a pris son épée. J'ai hâte de voir comment Thorfinn va régler cette affaire. Un mec qui a une épée face à un mec qui a pas d'épée. Je suis hyper curieux de voir ça. J'ai hâte de lire la suite, là, ça va être une dinguerie. Les héros de la galaxie, tome 11. Alors si je dis pas de bêtises, le tome 11, on est dans ce qui a été adapté dans la saison 2 de l'anime qui est disponible sur ADN, à savoir l'empereur est mort, et donc il commence à y avoir des petites dissensions entre ces deux filles héritières, enfin ces deux petites filles héritières qui sont mariées ou qui sont fiancées à des comtes super puissants, et l'héritier mâle qui est un petit garçon de 10 ans, et il y a un peu Reinhardt qui est en mode je choisis quelqu'un. Et on lui dit, ouais, si tu choisis, je te marierai à machin, c'est ma nièce, patati, patata, t'auras du pouvoir. Et il dit, non, mais je vais choisir le petit dernier, là, celui que personne ne veut, qui est le véritable héritier. Et c'est la guerre. Là, il y a tous les comtes qui ont pris parti, c'est la guerre entre Reinhardt et la noblesse. Lui qui veut éradiquer la noblesse, il a un grand sourire, ça va être le bordel. Et ce que j'aime bien, c'est que quand les nobles sont en train de faire des petites discussions, oui, on va faire comme ci, on va faire comme ça, de toute façon, on a raison, on est les meilleurs, on est nobles. Et ils sont en train de dire, man, vous êtes trop cons, vous connaissez rien à la guerre, vous n'êtes pas disciplinés, vous allez vous faire laver. Et c'est ce qui se passe un petit peu, ils se font décimer, j'ai trouvé ça génial. Voilà, on est vraiment sur, on est plus sur Yang Wenli versus Reinhardt, là on est vraiment sur Reinhardt qui gère sa politique. Je pense qu'après on va voir sur Yang qui va aussi gérer sa politique, parce que je me souviens que dans l'animé il y a aussi des problèmes côté fédération, ce qui fait que les deux vont devoir gérer un petit peu leurs problèmes internes avant de se refoutre sur la gueule
au moins 2-3 tomes, hein, donc là on va avoir vraiment de la politique de chaque côté, avant qu'ils reviennent chacun de leur côté se foutre sur la gueule. En tout cas, les héros de la galaxie, là c'est vraiment, on est dans du très très bon. Jojo Lion, tome 20, alors c'est un tome entièrement consacré au combat contre Doctor Who. Alors c'est pas le Doctor Who WHO de la BBC, c'est Doctor Who WU, qui est donc un homme de pierre ou un homme rocher, je sais plus le terme exact, qui maîtrise un stand qui s'appelle Doctor Who, lui aussi, et alors qui a le... c'est un peu un pouvoir, un peu le délire de Baggy le Clown, où il peut se diviser en plein de petits morceaux de cailloux, mais vraiment à une échelle beaucoup plus petite. Le combat est... J'ai absolument rien pité au combat. Je l'ai relu 2 fois et à la fin j'ai fait... J'ai toujours rien compris, je suis trop con quoi. Mais après j'ai bien aimé tout le passage où Wu explique tout le fonctionnement du fruit Rorakakaka, le fait que quand tu croques un truc, tu vas avoir un gain quelque part, mais on va te piquer ailleurs, et qu'il essaie de comprendre comment ça se fait que, genre, t'as des belles lèvres, mais pourquoi on t'enlève des fesses? Quand on te met des fesses, pourquoi ça t'enlève du gras ici, etc. Il essaie de comprendre pourquoi, et il sait pas trop encore, et on reste sur cette interrogation-là, donc j'ai hâte de voir la suite. Il reste encore au moins 5 tomes par rapport au japonais, même si le manga est encore en cours, donc on est vraiment très proche des japonais, ça c'est vraiment cool de se dire que on a un an d'écart avec les japonais, donc ce qui fait que, pourquoi tu es en SCAD, moi je me dis un an avec les japonais, bah les couilles. Orient Samurai Quest tome 7. Alors j'avais pas trop aimé, enfin j'avais aimé pas plus que ça le tome 6 avec beaucoup d'explications sur les clans samouraïs, etc. etc. J'avais un peu été largué. Et alors ce tome 7, c'est une surprise, parce qu'en fait notre héros Musashi affronte un samouraï, hein, il lui remet un peu à sa place, il lui dit non mais en fait t'es une merde, t'es nul en fait. Et nous on a suivi pendant 5-6 tomes un samouraï qui est super fort, qui affrontait des gros Oni, et en fait on se rend compte que c'était le gros poisson dans la petite mare, et qui en fait c'est juste un laquais, juste bon à éplucher des patates, et c'est ce qu'il fait. Et tu vois le héros qui est en mode dépression, ça m'a un petit peu rappelé Alibaba, au début de la saison 2 de l'animé, donc c'est le tome un petit peu après l'histoire de la tour avec les mecs des ténèbres, où ils vont un peu tous se séparer pour s'entraîner à droite à gauche, où il est en mode... plus personne ne m'aime, je comprends pas, il y a un petit peu ce passage là, ça m'a fait pas mal rire, et c'est vrai que voir Musashi en mode je suis un larbin, je suis plus bas que terre, c'est un petit peu triste, mais il descend pour mieux remonter là. Je pense qu'il va s'entraîner et il va exploser tout le monde dans 2-3 tomes, c'est sûr et certain. Surtout qu'on nous montre des nouvelles choses, par exemple, il y a le chef de son équipe, de son escadron, qui est le ministre des Finances, le trésorier, qui peut se transformer en mode, on dirait, le revêtement des jeans dans Maggie. Je dis, ça, quand ils vont le maîtriser, ça va être une dinguerie. Ça, c'est sûr et certain, j'ai hâte de voir ça. Quand ils vont tous commencer à revêtir leur épée, avoir des tenues de ouf, ils vont se battre dans le ciel, affronter des Oni, ça va être une dinguerie. Donc j'ai hâte de voir la suite. Là, j'avoue, ce tome-là, il m'a pas mal... il m'a un peu fait mal pour Musashi, mais derrière, je me dis, ça va être, quand il va revenir en forme, ça va être une dinguerie. The Quintessentiel Quintuplé, tome 8. Alors ce tome-là est entièrement consacré à l'arc de l'auberge, de l'onsen, enfin vous avez compris. Donc c'est un arc où Futaro gagne un petit voyage dans une auberge, et les 5 sœurs, elles aussi. Donc ils se retrouvent tous dans cette auberge. Et il y a tout un mystère sur le fait que en fait, l'auberge est tenue par le grand-père des 5 sœurs, qui est un petit peu triste de voir ces 5 petites filles avoir une tenue différente. Donc elles ont toutes la même tenue que Itsuki, ce qui fait que Futaro est encore en mode merde, c'est laquelle? Et il y a toute une histoire, et donc il a dit des mauvaises choses, donc il est un peu en train de dire merde, c'est qui? C'est Nino, c'est Itsuki, c'est Miku, ah je sais pas, c'est Yotsuba, c'est ah je sais pas. Et il cherche, il enquête. Alors c'est aussi un arc des bains, donc ils sont dans des onsen, dans des bains publics, ce qui fait que pas mal de scènes où elles prennent des bains, donc il y a pas mal de fanservice là, sont vraiment juste en petite tenue, juste une serviette pour se couvrir. Ça fait plaisir par moment, même si tu te dis, bon, j'espère que ce sera le seul arc comme ça dans tout le manga, même si on est au tome 8, il n'y avait pas tant de fanservice que ça jusqu'à présent. Là, j'avoue que c'est le gros moment, c'est tout est concentré dans ce tome-là, et après ça va s'arrêter. Surtout qu'en plus le tome est un peu rose, donc c'est un petit peu plus là pour ça. Mais ouais, c'était pas mal comme titre, et on revient sur un truc. Alors, la fin de l'arc m'a pas mal surpris parce que on voit une chose qu'on voyait à la fin de la saison. Ce qui fait que dans l'animé, ils ont découpé des trucs un peu bizarres. C'est que la fin de l'arc, où en fait, Futaro voit une des sœurs qui est habillée en Itsuki, donc on sait pas c'est laquelle, l'embrasse. Enfin, ils s'embrassent, et on nous dit, c'est le jour-là qu'on s'est embrassé pour la première fois. Donc c'est laquelle qui l'a embrassé, parce qu'on sait pas. Alors ça pourrait être Itsuki, mais comme elles ont toute la tenue d'Itsuki, on ne sait pas. Et en fait, l'animé, lui, avait vraiment fini là-dessus, sur cette révélation, ce qui est un peu bizarre, parce que ça vient... En fait, on nous montre un truc qui s'est passé dans le passé, mais genre 3-4 épisodes plus tard, c'est un peu bizarre. Et là, je comprends mieux, en fait, par rapport à l'animé, c'est que c'était arrivé à ce moment-là. Et c'est super intéressant. Alors pareil, il y a aussi des passages en plus par rapport à l'animé. J'ai l'impression qu'il y a eu des petites discussions entre les sœurs qu'on n'avait pas dans l'animé. Peut-être moi qui dis des conneries. Mais voilà, c'est vraiment trop bien. On a dépassé la moitié, donc il reste 7 tomes, si je dis pas de bêtises.
Ah, les 5 sœurs, elles vont me manquer quand ça vont disparaître. Il reste encore un an à vivre un petit peu avec elles, mais ils vont me manquer quand ça va être fini ce manga. Je l'aime trop bien. L'attaque des Titans, tome 33. Alors, je sais pas comment dire, mais on a eu un alignement des planètes il y a quelques semaines, on va dire. On a eu la fin de la saison finale, partie 1. On a cette semaine, on a eu la fin, ou la semaine dernière, je sais plus, non, c'est cette semaine. On a eu la semaine dernière, la fin de l'attaque des Titans, le 139e chapitre, le dernier des derniers, la der des der. Et on a l'avant-dernier tome qui sort quasiment en même temps. Bah, clairement, hein, j'ai lu le tome 33, je me suis enchaîné les 5 chapitres en scan, hein, je les ai eus sur Isneo, et c'est bon, je dis allez, je veux voir la fin tout de suite, je vais pas attendre 6 mois, là, c'est mort. Alors j'en parlerai dans le tome 34, parce que là c'est pas le but. Le tome 33, on est sur le grand terrassement, et j'ai qu'une chose à dire, c'est incroyable. Si l'animé arrive à retranscrire cette puissance évocatrice des titans qui marchent d'une manière comment dire, qui marchent. Ils marchent, ils avancent, et tu vois l'humanité quand on va dire merde, on va mourir. Et en fait, tu vois plein de gens se faire tuer, tu vois des gamins que tu avais vus dans un tome avant qui se font écraser, mais genre ils ont même pas survécu, ils se font écraser, il y a plus que les os. Il y a un passage où tu vois les mecs qui sautent par la mer, ils disent de toute façon on va mourir quoi qu'il arrive, ils sautent par la mer. Il y a un bébé, ils jettent le bébé à la mer. Oh, en termes d'émotion pure, mais c'est incroyable. Là, j'avoue que le tome, il m'a bluffé. L'auteur, il a réussi à me prendre au trip. Alors, je veux juste le dire tout de suite. Moi, j'ai bien aimé la fin. Alors, je sais qu'il y a des incohérences, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Et peut-être c'est le fait de m'être enchaîné les 5 chapitres finaux d'un coup qui a fait que j'ai apprécié. J'ai pas eu tant d'attendre que ça. Donc, je verrai. Peut-être que je vais relire avant le tome 34. Relire l'intégralité de Shingeki no Kyojin pour être vraiment à fond dedans. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Et ce tome 3, il était dingue. C'était une dinguerie sans nom. Et on finit avec Mutafukaz 1886, donc le volume 3 sur 6. J'avais pas plus kiffé que ça le volume précédent, et celui-ci c'est une dinguerie. Alors on a la bande de Maccabi, donc qui est cette bande qu'on voit, alors on a vu que ce mec-là pour l'instant, ou ce mec-là je sais plus, on n'a pas vu encore les autres, et j'avoue que leur apparition, waouh, ils arrivent, ils font un carnage dans le camp des Indiens. J'ai trouvé les doubles pages où t'as Angelino qui se bat, ultra puissante. J'avoue qu'il y a des doubles pages, notamment voilà, c'est celle-ci. Je pense à cette page-là, cette page où Angelino pète un câble et après, enfin, il lance une lance. La double page où il saute sur la mêlée. Enfin, j'ai trouvé les pages de ce tome incroyables. Même le début, alors, j'ai pas encore compris pourquoi. Et ça commence avec Moby Dick. Mais ça aura peut-être une explication par la suite. En tout cas, ouais, Mutafukaz 1886, grosse claque. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires, à partager la vidéo pour que celle-ci grossisse et que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!